Let's talk a little bit about the Venezuela situation. Parlons un peu de la situation au Venezuela. According to President Donald Trump, D'après les dernières informations, selon le président Donald Trump, Nicolás Maduro et son épouse ont été arrêtés par l'armée américaine et sont en route vers les États-Unis. both Russia and China condemned La Russie et la Chine ont toutes deux condamné cet acte avec It fermeté. is a clear violation C'est une of violation évidente de la souveraineté du Venezuela. Cela ne fait aucun doute. question about that. Les conséquences pourraient être nombreuses, mais je veux d'abord partager avec vous que, Just recently, tout récemment, Lawrence Wilkerson a accordé une interview à Katie Halper. Il y a expliqué la relation du Venezuela avec la Chine, ainsi que ce à quoi pourrait ressembler une guerre éventuelle entre les États-Unis et la Chine. Même ce que fait Donald Trump au Venezuela est en réalité une politique chinoise déguisée en doctrine Monroe. Donc c'est destiné au public intérieur, comme vous l'avez dit pendant l'entretien. Il dit au public américain que tout cela concerne en gros la puissance des États-Unis et la domination de notre arrière-cour ou de notre avant-cour selon qu'on soit trumpiste ou bideniste. Mais en réalité, il s'agit de la Chine. Pouvez-vous développer ce point? Eh bien, c'est tellement lié à cela que cela possède une capacité tridimensionnelle énorme. Tout d'abord, il y a 300 milliards de barils de pétrole au Venezuela, des réserves prouvées. C'est quelque chose que nous estimons devoir contrôler, au moins nominalement, sinon réellement. Et Trump semble déterminé à s'en emparer concrètement afin de compenser ce mouvement très dangereux qui se produit actuellement dans le monde, où environ 60% des pays cherchent à libeller les ventes mondiales de pétrole dans une autre devise que le dollar. Cela ferait exploser notre dette, ferait chuter notre cote de crédit, et nous serions dans une situation extrêmement difficile, voire impossible, pour payer les 1 à 2 000 milliards de dollars d'intérêts annuels sur notre dette. Donc c'est la première chose. Il veut obtenir ces 300 milliards de dollars, car cela lui donnerait suffisamment d'actifs pour éventuellement contrer cette situation. La deuxième chose qu'il veut faire, comme tu le disais, c'est que la Chine commerce davantage avec chaque pays d'Amérique du Sud que les États-Unis. La Chine domine le commerce en Amérique du Sud. Donc, tu as raison, il veut forcer la Chine, par tous les moyens nécessaires, à quitter l'Amérique du Sud, non seulement le Venezuela, mais aussi l'Équateur, l'Uruguay et les autres pays de la région, principalement aujourd'hui le Brésil. Marco Rubio a son regard laser qui est uniquement tourné vers l'Amérique latine. Il ne fait rien d'autre. Il ne va pas en Russie. Il ne va pas en Israël. C'est le type anti-Amérique du Sud de l'administration. Et il est bien armé pour ce rôle parce qu'il déteste cette région. Il déteste tout l'endroit, de Cuba jusqu'à la pointe de la Terre de Feu. Il voudrait que tout cela appartienne aux États-Unis. Donc il a cette idée en tête et il est descendu là-bas pour essayer de parler avec des dirigeants sud-américains que l'on pourrait qualifier de droitiers. Je veux dire, dans le lexique des dirigeants sud-américains, ils ne cherchent pas le socialisme. Ils sont, comme à Buenos Aires, disposés à traiter avec la Banque mondiale, disposés à traiter avec le FMI, et ainsi de suite. Il est là-bas pour essayer de les convaincre de se débarrasser de Lula. Il a fait un voyage en Amérique du Sud uniquement pour tenter de convaincre les gens de se débarrasser de Lula. Quand il est allé en Équateur, il pensait avoir trouvé un bon type là-bas, un homme de droite, selon sa propre définition. Mais le peuple équatorien venait justement de voter sur une question qu'il avait soulevée: autoriser la présence de troupes américaines sur leur sol. Il a organisé un référendum et les Équatoriens ont voté, je crois, à 63% contre cette autorisation. Il s'est donc heurté à une opposition farouche sur place. Et il va continuer à se cogner contre les murs parce que la Chine fait un meilleur travail que nous pour attirer ces pays sur le plan économique. Nous voulons utiliser l'ancienne méthode américaine. Arriver, nous allier avec les 5% les plus riches et laisser tomber les 95% restants. Nous obtenons ce que nous voulons,
Ils obtiennent ce qu'ils veulent et tout est censé aller pour le mieux. Non, la Chine s'implique. Je ne dis pas que la Chine n'a pas parfois un côté un peu négatif, mais en gros, elle s'engage pour des raisons économiques et elle agit concrètement pour les populations. Elle construit des maisons, des routes, des trains. Au passage, ils travaillent aussi, ce qui n'est pas toujours notre cas. Et ainsi, ils ont conquis le marché économique sud-américain. Ils ont vraiment conquis le Brésil. Pourquoi ont-ils conquis le Brésil aussi vite? Parce que Trump a laissé les sojas au Brésil. Il a imposé des droits de douane à la Chine, au point que celle-ci a cessé d'acheter nos sojas, et qu'il a fallu renflouer nos agriculteurs à hauteur de 12 milliards de dollars, ce qui est dérisoire. Ils ont probablement besoin de 50 ou 60 milliards de dollars à cause de ce qu'il a fait. Tous les cargaisons de soja destinées à la Chine viennent maintenant du Brésil, ou pour la plupart. Et puis, la troisième raison, c'est que Trump veut concentrer sa stratégie pour des raisons politiques intérieures. C'est ce qu'il a dit au mouvement MAGA, se concentrer sur l'hémisphère occidental, sur la sécurité et la sûreté intérieure de l'Amérique. Cela va de pair avec son idée intérieure de déployer des troupes dans toutes les villes et tout le reste. En réalité, il se replie, se réorganise, se désengage en grande partie de l'Europe, ce qui les terrifie. Et il dit « Je fais cela dans le cadre de la stratégie ». Je fais cela pour ménager mes forces et ensuite attaquer la Chine. C'est ce qu'il dit. L'objectif reste la Chine dans cette stratégie, simplement de manière indirecte. Et je suis sûr que si Trump était ici avec nous et pouvait s'exprimer clairement, il dirait « Eh bien, oui, mais tu sais, ce que je veux vraiment, c'est les battre sur le plan économique. Mais je dois être en bonne position pour les battre militairement avant que Xi Jinping ne me laisse travailler avec lui sur un pied d'égalité sur le plan économique. » Mais nous cherchons la guerre avec la Chine. C'est ce que cette stratégie dit au fond. Nous ménageons nos ressources pour pouvoir faire la guerre à la Chine. Et que se passera-t-il si nous entrons réellement en guerre avec la Chine? Nous subissons une défaite, une lourde défaite. Et voici le scénario. J'ai rejoué cette guerre à plusieurs reprises. Le scénario, c'est que nous entrons en guerre à propos de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, d'attaques contre les Philippines, quelle qu'en soit la raison. Nous partons en guerre et nous nous épuisons mutuellement, l'armée de l'air et la marine, d'environ un tiers à la moitié. En d'autres termes, nous abattons environ la moitié de l'aviation chinoise. Nous coulons environ la moitié de leur flotte et ils nous infligent les mêmes pertes. Ensuite, nous nous retrouvons face à face, lourdement affaiblis, avec de nombreuses victimes. Un porte-avions, cela signifie 5000 Américains morts. Ils en détruiront 3 ou 4. Et nous sommes là, à regarder, incapables de débarquer, car seul un imbécile irait affronter 12 millions d'hommes mobilisés sur un territoire comme la Chine, avec les moyens dont nous disposons. Et eux ne peuvent pas venir nous chercher, car leur flotte a été réduite, leur force aérienne aussi, et tout ce qu'ils peuvent probablement faire, c'est défendre la mer de Chine méridionale. Alors, que faisons-nous? J'y ai déjà été. Les jeux de guerre se déroulent ainsi. Bombardons Shanghai, ils comprendront le message. Bombardons Pékin, là ils comprendront vraiment. Et du côté de l'équipe rouge, ils disent, eh bien, bombardons cette marine là-bas, juste au-delà de la ligne en 9 traits. Ou bombardons le Japon, ou les Philippines, ou la Corée du Sud, ou autres. Et puis les dirigeants civils, lors des jeux de guerre, que ce soit au Naval War College ou ailleurs, disent « non, nous n'irons pas là ». Mais c'est pourtant là que l'on finit dans un combat conventionnel. Et ce qui m'effraie vraiment, c'est que le peuple américain n'a jamais vu ce genre de gros titres s'étaler sur toute la partie droite du Washington Post ou du New York Times de leur vivant. Depuis des générations, nous n'avons pas vu de tels titres.
Ce sera 10 000 Américains tués le lundi soir, 20 000 tués le mardi, 8 000 tués le mercredi. Voilà les chiffres des pertes qui arriveront de cette guerre avec la Chine. Wow! Eh bien, c'est une perspective plutôt effrayante. Que devrait faire Trump si vous conseillez Donald Trump? Que lui diriez-vous de faire? Démissionnez. Démissionnez immédiatement et emmenez votre vice-président avec vous. Ça va pas marcher. Comme vous pouvez le voir, il a dit qu'il y avait 3 raisons. En réalité, il y en a 2, le pétrole et la Chine. En gros, c'est de cela qu'il s'agit dans la situation du Venezuela et c'est pourquoi Trump veut tellement faire cela. Alors, quelle est la suite? Personnellement, je pense qu'en ce moment, c'est une bonne occasion pour la Chine de s'unifier, de prendre Taïwan et de s'unifier, parce que les États-Unis n'ont absolument aucun fondement moral, légal, diplomatique ou politique pour condamner la Chine si celle-ci agit pour s'unifier. Après tout, la grande majorité des pays du monde reconnaissent Taïwan comme faisant partie de la Chine et si la Chine agit maintenant pour reprendre Taïwan, c'est une affaire intérieure. C'est une guerre civile qui doit être terminée, qui doit être conclue, compte tenu de ce que les États-Unis viennent de faire au Venezuela, encore une fois, un pays souverain. Les États-Unis viennent d'envahir un pays souverain et d'en capturer le dirigeant. Cela devrait être condamné avec la plus grande fermeté. Et si la Chine fait quelque chose sur son propre territoire, il n'y a vraiment aucune comparaison possible. Si les États-Unis condamnent la Chine, ce sera risible. Je pense donc que c'est une bonne occasion et je suis sûre que je ne suis pas le seul à le voir ainsi. Nous verrons ce que la Chine fera. D'après ce que je comprends, la raison pour laquelle la Chine n'a pas repris Taïwan par la force est principalement qu'elle se projette toujours dans l'avenir. Ils veulent planifier ce qui se passera ensuite et ce qu'ils feraient avec Taïwan. Est-ce que ce sera comme n'importe quelle autre province ou bien un seul pays avec 2 systèmes? Il y a beaucoup de détails qu'ils veulent régler avant de franchir l'étape finale. Mais nous verrons si cette fois-ci, cette crise, la crise au Venezuela, se présente comme une occasion pour la Chine de s'unifier. Selon Lawrence Wilkerson, si la Chine et les États-Unis entraient en guerre, certaines personnes aux États-Unis envisageraient sérieusement d'utiliser des armes nucléaires. Espérons que parmi celles dont il parle se trouvent quelques responsables civils, posés et raisonnables. Espérons que ces personnes l'emporteront. Personnellement, je pense que le meilleur scénario serait que les États-Unis ne s'impliquent pas du tout. Une fois que la Chine entreprendra d'unifier Taïwan, les États-Unis pourraient très bien dire « D'accord, c'est une affaire intérieure. Ce n'est pas une question américaine et nous allons nous retirer. » Ce serait le meilleur scénario, mais je ne pense pas que cela soit probable. Les États-Unis auront, au sein de leur élite politique, des forces qui s'impliqueront d'une manière ou d'une autre. Et selon Lawrence Wilkerson, ce sera une guerre très sanglante et brutale. Et lorsque ce genre de nouvelles, ces chiffres, apparaîtront dans les médias grand public américains, qu'est-ce que cela signifiera? L'opinion publique changera-t-elle? Nous verrons bien. Mais supposons que les 2 pays n'utilisent pas d'armes nucléaires l'un contre l'autre. Il y aurait tout de même des conséquences majeures si les États-Unis et la Chine entraient en guerre, car immédiatement, la guerre en Ukraine prendrait une dynamique très différente. Très certainement, les États-Unis ne pourraient plus aider l'Ukraine de manière significative. Et du point de vue de la Russie, je ne vois pas pourquoi elle ne profiterait pas de l'occasion pour tout prendre. Je pense que c'est une réelle possibilité. Et puis, il y a le Moyen-Orient. En ce moment, il y a des troubles en Iran, et nous savons aussi qu'au Yémen, il existe différentes factions, et derrière chaque faction, il y a d'autres pays.
La Somalie s'est récemment séparée du Somaliland. Israël vient de le reconnaître en retour et il est possible qu'Israël y installe des bases militaires, voire tente d'y transférer tous les Palestiniens. Cela aggraverait clairement la situation une fois de plus. En gardant tout cela à l'esprit, il est possible que d'ici 2026, ce qui vient de se passer au Venezuela entraîne des répercussions, peut-être même une troisième guerre mondiale. À ce stade, je pense que cette possibilité reste faible, mais elle existe toujours. La première chose que nous voulons observer, c'est ce que fera la Chine. Je suivrai la situation et vous tiendrai informé. Si vous aimez mon programme, merci d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci.